Bonjour et bienvenue dans les rendez-vous psycho pour un nouveau sujet en compagnie du docteur Jean Dorido. Jean, bonjour. Bonjour Émilie. Alors, vous êtes docteur en psychologie, vous exercez en cabinet libéral à Paris. Vous êtes également créateur de l'application de méditation Zenfi. Et puis, on vous retrouve aussi en tant que chroniqueur en télé et en radio. Vous êtes l'auteur d'un livre intitulé Le bonheur est une science exacte aux éditions Larousse. C'est bien ça? C'est exactement ça, Émilie. Et aujourd'hui, nous allons parler du sujet de la femme-enfant. Voilà, un sujet un petit peu complexe, donc tout est dans le nom ou presque. La femme-enfant, donc c'est quand même une adulte, puisqu'on passe toutes par là, mais elle n'a pas forcément gagné en maturité, ce qui fait qu'elle compose au quotidien avec différents aspects, peut-être de sa personnalité. Ça peut être, on l'imagine, complexe, elle joue avec différentes facettes, peut-être mignonne, sexy, rafraîchissante, peut-être un brin capricieuse ou agaçante, une combinaison complexe, mais qui peut se révéler peut-être problématique, objet de fantasme pour certains, pour le meilleur et pour le pire. Première question, Jean, pour décrypter un petit peu ce sujet. À quoi reconnaît-on une femme-enfant? Comment se comporte-t-elle? Alors c'est une bonne question, Émilie, parce qu'il faut répondre qu'une femme-enfant, si vous voulez, au regard de la psychologie, ça n'existe pas. Pas un profil. Non, il n'y a pas de profil. On mesure la personnalité en psychologie. Aujourd'hui, les psychologues savent que nous avons notamment des traits de caractère. Il y en a 5 en réalité, qui vraiment sont des traits. Par exemple, une personne peut être plus ou moins extravertie, elle peut être plus ou moins consciencieuse. Et ça, c'est très bien observé maintenant par la science. On sait que au sortir de l'adolescence, justement, lorsque la personne entre dans l'âge adulte, eh bien, ce sont des traits qui restent stables, si vous voulez. Ça ne change plus, comme si la personnalité, en tout cas cet aspect, était figé. Donc il y en a 5. Pour autant, voilà, on n'a pas de portrait, de typologie. Ah, voici une femme-enfant. Bon. En revanche, il y a chez les femmes et chez les hommes des personnes, effectivement, qui vont, parfois jouer, parce que c'est un jeu bien souvent, vont jouer le manque d'autonomie. On le fait tous. Parfois, on pourrait le faire et puis on demande de l'aide. Et là, c'est vrai que c'est parfois ça peut être confortable de faire passer cette demande d'aide, justement sous couvert de « Oh, tu sais, je ne sais pas faire encore, hein, je suis encore un peu peu. » Alors une femme, je suis encore un peu petite, tu sais, pour faire ce genre de choses, est-ce que tu veux bien m'aider? Et donc, certaines personnes ont peut-être tendance à abuser de cette posture. Et puis aussi, il y a, ça c'est un fait, des personnes qui font preuve d'une certaine immaturité. Là, cette fois, c'est malgré elles. Il y a des personnes qui, précisément, n'ont pas appris l'autonomie pendant l'enfance. Il y a aussi, et on le sait bien, chez les femmes, c'est un vrai problème, l'éducation. On sait à quel point il est important de veiller à avoir des éducations non genrées, comme on dit, parce que c'est quand même le but des parents, c'est d'apprendre à leurs enfants, au fil des années, à devenir autonomes, précisément. Autonome, ce qui veut dire indépendant. Et il y a encore aujourd'hui des parents, même qui sont des parents aimants, et qui parfois, sans s'en rendre compte, apprennent la soumission à leurs filles. Elles doivent être soumises, c'est le fameux patriarcat, c'est une réalité, ça existe, et donc ça peut effectivement donner parfois des personnes qui ont du mal à s'autoriser l'indépendance. D'accord, et dans des relations d'adulte à adulte, du coup, il peut y avoir un certain déséquilibre. Dans les relations amoureuses, ça se joue comment, du coup, avec ce genre de personnes? Comment ça se... Alors là, on est vraiment dans l'hypothèse. Hein. On peut imaginer, si vous voulez, ça peut arriver dans des couples. La femme-enfant, alors encore une fois, ça remonte à l'éducation. Il y a cette idée, finalement, de la princesse qui va trouver son prince charmant. Et donc forcément, le prince charmant, eh bien, il est aux petits soins, parce que ça y est, il a trouvé la princesse. Et là encore, c'est un fait, on revient sur ces espèces de vieux schémas
traditionnelle dans le mauvais sens du terme, avec finalement, alors bien sûr, toute médaille a son revers, c'est le problème. Le côté brillant de la médaille, c'est « mais ma chérie, mais ne t'abîme pas les mains, ne travaille pas, repose-toi, fais-toi belle ». Alors ça, on peut dire ça c'est bien, ouais, sauf que de ce stade-là au stade du fameux « sois belle et tais-toi », parce que tu n'as rien à dire, parce que tu n'y connais rien, parce que tu ne travailles pas, et puis de toute façon, si tu n'es pas contente, je te coupe les vivres. Et ça, c'est effrayant. C'est ce qu'ont connu, ah ben oui, c'est ce qu'ont connu nos grands-mères. Et c'est un fait que même si on peut imaginer que, bien sûr, ça peut avoir un côté séduisant d'être une femme enfant, ou même un adulte enfant, parce que chez les hommes, on parle parfois du syndrome de Peter Pan, vous savez, ces hommes qui n'arrivent pas à rentrer dans le monde des adultes. Maintenant, c'est un fait que, pour qui a eu la chance d'avoir une enfance heureuse, on peut quand même espérer qu'il y en ait beaucoup, c'est vrai que c'est sympa d'être enfant. Parce que précisément, on n'est pas autonome, parfois c'est frustrant, l'enfant s'agace, et puis en même temps, c'est quand même relax. Oui, un enfant peut dire à ses parents qu'est-ce qu'on mange. Parce que oui, c'est quand même dans l'ordre des choses, les parents ils sont là pour nourrir l'enfant. C'est sûr que l'époux qui va dire à son épouse qu'est-ce qu'on mange chérie, et même l'inverse, la fille qui veut dire alors qu'est-ce qu'on mange, on a envie de dire je sais pas, qu'est-ce que tu as prévu, voilà, ou le frigo, je sais pas, qu'est-ce que tu aimerais qu'on mange tous les deux, qu'on prépare ensemble. Donc à la fois c'est séduisant, la posture d'enfant, et en même temps c'est vraiment une arme à double tranchant, c'est un piège dans le fond. Oui, reste bien vigilant justement à cette frontière assez fine. Pourquoi devient-on une femme enfant? Est-ce qu'il peut y avoir des causes spécifiques ou c'est nature? Alors effectivement, comme on le disait, c'est un fait quand même qu'il y a l'éducation, il y a quand même encore aujourd'hui, et ça c'est vrai dans tous les milieux en fait, il y a des petites filles qui sont élevées dans la soumission, voilà. Elles doivent se soumettre aux traditions, elles doivent se soumettre à leur père, parfois à leur grand frère. Et ça, vraiment, ça existe, j'insiste, dans tous les milieux, chez des Français de toutes origines, de tous styles. Il n'y a quand même pas si longtemps que ça, à l'époque de la monarchie en France, c'était non seulement que le garçon qui pouvait hériter de son père, et puis l'aîné en plus. Donc même une fille qui était aînée, elle n'avait rien. Pour vous dire quand même, quelque part dans le fond du crâne, c'est quand même bien installé. Donc il y a l'éducation. Il y a aussi peut-être une influence culturelle. On a des comédies, notamment des comédies romantiques, qui vont justement montrer uniquement le bon côté. Si vous regardez par exemple, j'aime beaucoup le cinéma, j'ai rien contre ce film en particulier, toutefois, si vous regardez Pretty Woman aujourd'hui, ça a pris 1000 ans. C'est complètement effrayant sur précisément les rôles, vraiment dans le sens social du terme, le rôle de l'homme et le rôle de la femme qui est quand même, elle est payée par l'homme pour se taire et pour répondre à tous ses désirs. Et en même temps, vous regardez Pretty Woman, à l'époque, c'était présenté comme une comédie romantique, c'est joli comme tout. Chacun se fera son idée, c'est pas forcément super joli, Pretty Woman. Non, c'est pas super romantique, non. Effectivement, alors comment faire quand on est une femme enfant? On a vu, ça peut être à double tranchant et qu'on en souffre. Est-ce qu'on peut malgré tout évoluer quels sont les moyens justement d'aller au-delà de ce stade-là? Ça c'est sûr, si une personne souffre d'avoir le sentiment d'être une femme enfant… Et ça gâche ses relations peut-être, je ne sais pas. Ça semble, alors sans aller trop vite en besogne, ça semble pas si compliqué. De toute façon, là où il y a un désir, il y a un chemin, de toute façon. Donc ça, on peut le dire, c'est vrai au sens le plus large du terme en psychologie. Quel que soit le trouble qui vous pénalise, qui retire du confort, du bien-être dans votre existence, c'est sûr que vous pouvez transformer tout ça positivement pour être mieux. Ça, c'est sûr. Et sur le côté de la femme-enfant, c'est un fait, il y a quelque chose autour de l'autonomie. Et l'autonomie, Dieu merci, ça s'apprend.
Voilà, c'est quelque chose qui se pratique. Ça passe après. On ne va pas refaire un cours de féminisme, mais enfin c'est un fait. Mais ça vaudrait le coup parfois. C'est un fait, c'est vrai que c'est vrai qu'il y a des personnes. L'autonomie, ça passe, c'est le travail, c'est l'autonomie financière. Bon, il n'y a quand même pas si longtemps que ça, une femme n'avait pas le droit d'ouvrir un compte en banque. Non mais ça paraît inouï, mais c'est pas si vieux que ça. Il fallait que ce soit l'époux, donc la fille qui n'est pas mariée. Ah oui, ben non, ça doit être le papa, j'imagine. Enfin, c'est inouï. Et donc, elle n'avait pas le droit d'ouvrir un compte en banque. Donc, Dieu merci, ça a changé. Donc, la base de l'autonomie, c'est l'autonomie financière. C'est d'avoir un travail, donc d'être complètement libre. Et puis, progressivement, effectivement, c'est prendre cette habitude. Maintenant, c'est vrai, il n'y a encore pas si longtemps que ça, typiquement, une jeune femme ne pouvait pas rentrer dans un bar, par exemple. Ça faisait mauvais genre. Ça peut paraître complètement dingue, c'est pourtant la réalité. Donc c'est typiquement vous entraîner justement à adopter ces comportements. Vous savez, c'est cette idée que l'habit fait le moine, et qu'en adoptant les gestes, les comportements, les attitudes d'une personne indépendante, adulte, autonome, à force finalement de faire comme si, ça c'est un fait, c'est de la psychologie comportementale, ça va finir par rentrer. Peut-être prendre des modèles justement, peut-être des modèles inspirants. Voilà. Merci de votre aide, Émilie. Typiquement, d'avoir des modèles de femmes qui vous plaisent et qui sont autonomes, indépendantes, qui ne sont pas des femmes enfants. Et avec ces modèles inspirants, on parle de panthéon personnel dans ces cas-là. Et en adoptant justement tous ces petits comportements, vous savez, c'est des toutes petites choses, prises toutes seules, ça ne fait rien, mises ensemble, c'est ça qui crée une espèce de lame de fond qui vraiment vous transforme et finalement vous changez sans vous en rendre compte et de façon pérenne et de façon durable. Merci beaucoup, Jean. Merci, Émilie. Et effectivement, donc, si on ressent un certain mal-être, qu'on ne se sent pas épanoui dans sa vie relationnelle, amoureuse encore, il ne faut pas hésiter à se rapprocher d'un professionnel pour en parler, peut-être soulever ensemble les causes du problème. C'est parfois un petit peu plus profond qu'on ne le pense. Et puis un spécialiste aide à trouver des réponses. Oui, c'est son métier. Puis de toute façon, où que vous soyez, l'essentiel, c'est d'aller voir un professionnel de santé, un médecin ou un psychologue, parce que souvent les médecins orientent lorsque leurs patients ont besoin du soutien, de l'accompagnement d'un psychologue, ils orientent, ils ont des correspondants. Moi, j'ai beaucoup de médecins qui m'envoient leurs patients lorsqu'ils jugent que c'est nécessaire, et vraiment d'avoir cette vigilance, d'aller voir un vrai professionnel de santé, médecin ou psychologue, qui est enregistré à l'ARS, l'Agence régionale de santé, et comme ça, vous ferez du bon travail. Exactement, et surtout ne pas rester seul, ne pas rester dans sa souffrance. Il y a des solutions qui existent. Oui. Merci beaucoup, Jean. Merci, Émilie. Et merci à toutes et à tous de nous avoir suivis.